Ok, bonsoir Aaron, comment ça va? Bon, Hachem, bonsoir, comment ça va? Bon, Hachem, très bien, Miami, ça va, il fait bon. On attend de pouvoir vous rejoindre dans la Terre Sainte. Même Ouais. chez nous, même chez nous, il fait chaud. Ok, il fait bon. Ok, bon, Hachem, c'est l'été en Israël. Il n'y a pas plu cet Bon, été hein, chez vous. Il n'y a pas eu de pluie à pardon? Ashdod? Il n'y a pas de pluie, il y a pas eu de pluie à Ashdod? Je sais qu'il y a eu de la pluie au début de l'été. Non, il n'y a pas eu, il n'y a pas eu. Bon, Nous, on dit sur Ashdod que c'est la capitale du Maroc en Israël, donc non, ça va, il fait très chaud. bon, Hachem. Ok, je ne savais pas ça, j'avais jamais entendu ça. Ok, Ouais, il y a tout ce qu'il faut ici. je sais, mais jamais entendu la capitale du Maroc, je ne savais pas. Ok, La Mamounia, ils ont fait la représentation de la Mamounia dans la ville. d'accord. Ok, bon, c'est bon à savoir. OK. Alors, est-ce que je peux te demander de te présenter, ta famille, toi? Bien sûr. Alors, comme ça, moi, je m'appelle donc Aaron Bitton. Je viens de Paris de base, en fait, de banlieue parisienne. J'habitais dans le 94 à Saint-Maur-la-Varenne. Donc, j'ai grandi là-bas dans une école qui n'était pas Lubavitch, une école qui était religieuse mais pas Lubavitch. Donc, bon, Hachem, pendant plusieurs années, on a habité en France jusqu'à en fait que j'avais l'âge de 14 ans. Maintenant, ça va faire bientôt 18 ans que je suis en Israël. Donc, j'ai passé plus d'années maintenant en Israël qu'en France. Et Baruch Hashem, voilà comment ça s'est passé. Tout simplement, un jour, j'étais en vacances en été chez des cousins à Ashdod, encore une fois sur Ashdod. Donc déjà depuis 18 ans, le kécher avec Ashdod, il avait commencé. Et donc un été, mon cousin, il me dit qu'il est inscrit dans une école à Jérusalem, dans une pnimia. Donc en fait, c'est un internat. Et dans cet internat-là, ils avaient toutes sortes de mifranim, d'examens à passer pour être acceptés. Donc mon cousin qui s'appelle aussi Aaron me dit Aaron, regarde, demain je dois aller faire des examens là-bas pour être accepté dans l'école. J'ai pas envie d'aller tout seul jusqu'à Jérusalem. Ça te dit de venir avec moi dans le bus. Je sais que tu es en vacances, je sais que tu n'es pas venu pour faire des inscriptions d'école, mais peut-être ça pourrait être pas mal. Donc, en fin de compte, cette histoire de vacances, elle s'est transformée en inscription à l'école parce que je suis arrivé là-bas et on me dit tu es français? Alors je dis oui, je suis français. Quoi, tu habites en France? Oui, j'habite en France. Et tout d'un coup, on m'annonce qu'il y a un programme pour les francophones dans cette école, le fameux programme qui s'appelle Naale. Hein? D'accord? Donc je dis pourquoi pas, je pourrais m'intéresser. S'il y a de la documentation, je prends avec moi, je montrerai à mes parents quand je rentre à la fin du mois. Et du coup, ils m'ont dit, bah, ça tombe bien que tu es venu aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, les inscriptions des Français commencent. Et au lieu de perdre du temps, si ça peut t'aider, alors viens voir le directeur, viens voir la psychologue de l'école. Ils vont te faire un petit rayon, un petit interview, donc un peu comme ce soir. Et si c'est bon, au moins tu seras inscrit. Après, tu verras avec tes parents s'ils veulent t'envoyer ou pas. Donc, ils poussaient à cette époque-là à fond pour l'ALIA. Je me suis même Ouais. pas en fait rendu compte. Je suis venu moi, pour les vacances. Je suis venu pour aider mon cousin à s'inscrire dans une école. Du coup, je me suis retrouvé moi-même inscrit dans l'école. Et donc, on repart, moi et lui, à Ashdod. Je reçois la réponse à peu près 48 heures après. Comme quoi, j'ai été accepté dans l'école à Jérusalem, dans le programme Naalé pour les francophones. Moi, je suis venu, je suis venu pour passer des bonnes vacances. Du coup, je me retrouve inscrit dans une école. Et doucement, doucement, ça a été mis de Bachel. Tout ce système-là, il a été mis de Bachel chez moi. Ça a commencé à fleurir et je suis rentré. Et j'ai annoncé à mes parents que je comptais faire mon alia. Donc, je suis rentré fin juillet. Je leur ai dit que j'allais profiter encore avec eux pendant un mois en France et je ferai mon alia tout de suite au début de l'année scolaire. Donc c'était un choc à la maison. Je suis pas venu à la base pour faire mon alia. Ils m'ont envoyé pour des vacances. Je suis revenu pour partir. Ouais. Donc je raconte cet épisode-là de ma vie parce que cet épisode-là, c'est l'épisode qui va en réalité m'emmener dans la shlichut dans laquelle je suis aujourd'hui. Ah, Donc alors. c'est pour ça, c'est pas pour rien que je vous raconte toute cette histoire-là.
Donc, ce qui s'est passé, c'est que vraiment, ma mère, elle ne croyait pas. Elle pensait que c'était Stam, une itlaavout d'un enfant qui est tout excité, qui est revenu de vacances. Tu as quel Et âge à ce moment-là, si je peux me permettre? ouais, à ce moment-là aussi, je comprends la réaction de ma mère parce qu'à ce moment-là, j'ai 14 ans. Ah, d'accord, ok, ok. Donc, j'ai 14 ans et je lui dis que je vais habiter tout seul et que je vais me débrouiller tout seul et que tout ira bien. Et surtout en Israël, et c'était l'époque de l'intifada, donc c'était un petit peu, pour elle, c'était un choc émotionnel. Mais j'ai pris cette décision et je suis parti. Elle m'a donné bien sûr sa bracha, mon père aussi m'a donné sa bracha. Et quand j'arrive à Nahalé, donc on tombe dans un cursus de limoud, d'études, qui mélange beaucoup de rouhani, beaucoup de kodesh Mhm. et peu de chol, mais avec un très bon système. Donc, bon, bah, au Hachem, ça se passe bien. Je tombe sur le Rav, je ne sais pas si vous avez entendu parler, le Rav Shaoul Silam, qui aujourd'hui dirige des institutions d'At Menachem sur Jérusalem. Ouais. Et donc, ça devient mon prof principal. Et donc, pendant plus de 3 ans, je suis collé à lui. Et bon, Hachem, il a réussi à me mettre sur le chemin de Lubavitch. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Donc, de là, de fil en aiguille, après, Bezrat Hachem, si on a le temps, on racontera aussi. Mais c'est comme ça que je suis arrivé à la Shlichut à Ashdod. À la base, à la base, j'étais venu pour des vacances à Ashdod. Et aujourd'hui, je suis en. Ok. Tout ça grâce à ton cousin d'Ashdod. Ouais. J'ai dit tout ça grâce J'entends à ton pas. cousin. Tout ça grâce à ton cousin qui t'a dit de venir l'accompagner. Ça, grâce à une ashgacha pratique. Que quand vraiment c'est quelque chose, un cousin qui me dit viens avec moi dans un bus. Je sais que c'était vacances, je sais que tu n'as rien à faire dans un bus pendant les vacances. J'ai suivi, je ne sais pas, même pas pourquoi. Voilà, ashgacha pratique elle a fait et que voilà. Ouais, ouais, c'est extraordinaire. OK. Ton épouse est aussi française ou israélienne? Ton épouse, elle est française, israélienne? Mon épouse, elle est française. Je l'ai connue par la suite en Israël, mais elle est aussi d'origine française. D'accord, OK. Alors, avec ce cursus, avec ton histoire, pourquoi la shlichut? Pourquoi partir en shlichut, pas travailler, je ne sais pas, dans les ordinateurs quelque part? Alors, euh, alors la shlichut. La shlichut, elle a commencé, au Hachem, il y a à peu près 4 ans. Il y a à peu près 4 ans, c'est une histoire assez intéressante. Ouais. On t'entend plus, attends. OK, c'est bon. Ouais, ouais, c'est bon. Oui. Alors, comme ça, il y a à peu près 4 ans, il y a eu un besoin dans le quartier dans lequel j'habitais, donc le quartier plus de francophones et de Chabadnikim, donc des Chabad qui étaient installés dans le quartier et qui ont eu une envie et un besoin de créer une communauté francophone, Lubavitch, Chabad, dans le quartier. Et donc, bon, c'était en pourparlers. Moi, j'étais en pleine préparation pour partir habiter sur Ashkelon. Euh, Ça m'a mis du temps à convaincre ma femme d'habiter sur Ashkelon, mais avant de commencer ma shlichut, je travaillais dans le domaine de l'immobilier, donc mon bureau était là-bas. Donc j'ai dit à ma femme, venez, viens, on va faire un tour là-bas. De toute façon, c'est pas grave, ça fait des années qu'on habite à Ashdod, on peut bouger. Bezrat Hashem, Meshane Makom, Mosif Bemazal, comme le rabbi dit, on va rajouter du Mazal, Akol Yetov. Et bon, Hashem, jusqu'à que j'ai réussi à convaincre ma femme d'aller sur Ashkelon, je lui montre, donc je suis agent immobilier, donc je lui montre des appartements qui pourraient lui plaire pour habiter là-bas. Et au moment où elle trouve l'appartement qu'elle aime, et bon, elle est convaincue, bon, bah, c'est bon, on va se renseigner pour les écoles, on fait tout ça en une journée. Je reçois le coup de fil de quelqu'un d'Ashdod qui vient et qui me dit Aaron, il s'appelle également Aaron, c'est marrant. Je viens de tilter le premier Aaron qui m'a emmené dans un bus et le deuxième Aaron qui m'a emmené dans une route. Il D'accord. m'appelle Aaron. On a fait une réunion avec pas mal de Chevrais qui aimeraient ouvrir un Bet Rabad dans le quartier de Yudbet et on aimerait que tu
prennent sur toi la shlichut. Alors moi, je suis au téléphone à ce moment-là, je deviens blanc, parce que ça m'a pris pas mal de temps de convaincre ma femme de faire le passage sur Ashkelon, jusqu'à qu'elle accepte de venir avec moi visiter des appartements là-bas et qu'elle trouve l'appartement qu'elle aime. D'un coup, le annoncer, ben, finalement, le rabbi, il veut pas qu'on parte d'Ashdod. Donc je lui dis, elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a encore? Quel coup tu vas me faire? Je lui dis, écoute, je crois que le Rébé, il veut pas qu'on parte. Elle me dit, et pourquoi le Rébé ne voudrait pas qu'on parte? Hier, tu m'as dit que le Rébé, il dit que celui qui change d'endroit, il rajoute du mazal. Maintenant, tu me dis que le Rébé, il veut pas qu'on parte. Alors, c'est quoi? Tu es en train de me faire à chaque fois devant, derrière, à chaque fois, tu sais pas comment. Alors, je lui ai dit, écoute, je sais pas. On vient de m'appeler, on m'a dit qu'il y a eu une réunion où j'étais pas au courant qu'elle allait se passer et qu'on a décidé que j'allais être chaliard de cette. Pardon? Non, 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 vas-y. Alors, du coup, on est revenu, on a rebroussé chemin, on est arrivé sur Ashdod. Donc, c'est passé de Chorma, ça a commencé à se peaufiner dans Bina. On a commencé à développer le concept. Je ne vais pas vous cacher que la décision était très dure au début à prendre. Vous m'avez posé la question, donc pourquoi l'acheter route et en réalité, au début, j'avais beaucoup de mal. Est-ce que j'ai les capacités pour faire une shlichut? Est-ce que je peux me permettre aujourd'hui d'être responsable sur un domaine rouhani spirituel? Et j'avais beaucoup de mal à dire oui. Donc, à part le fait qu'il fallait plus déménager, ça me dérangeait pas trop. Je me voyais pas à la tête d'une communauté. Je voyais pas mal d'histoires déjà dans les parachiotes de la semaine des de qu'est-ce que c'est gérer une communauté. Et je me disais, d'où je vais puiser des forces pour pouvoir supporter et avoir la patience de devoir gérer tant de choses, tant de monde, tant de possibilités de pouvoir aider. Comment je vais faire? Donc, j'appréhendais beaucoup. J'avais peur de ça. Et donc, à cette époque, ma femme, elle me dit, fais Ygrot Kodesh, et t'en auras le cœur net. Je reçois un Ygrot Kodesh du Rabbi qui était assez clair, qui tombait la même date que j'avais écrit et qui me disait en plus de ça, je suis content d'avoir entendu que vous avez commencé à organiser des Farbrengen dans votre quartier et vous avez aussi pris sur vous l'initiative de commencer à donner des cours dans votre quartier. Il ne faut pas avoir peur de la concurrence. Il n'y a pas de concurrence déloyale dans le domaine du spirituel. Il y a assez de travail pour tout le monde. Bracha v'atzlacha pour la shlichut. Donc je tombe sur cette lettre-là, je prends une grande volonté de vouloir le faire, mais malgré tout, le safek, il reste là. Le safek, il reste là. Et je me dis, peut-être que la lettre, elle s'adressait à quelqu'un qui, je ne sais pas quoi, peut-être que ce n'est pas le même cas. Et je me suis rentré pas mal de questions. Quoi, je vais changer mon destin, je vais changer toute ma routine de vie. Comme ça, parce que j'ai fait une lettre. Alors, on est des Chassidim, on est Mahamine, on est Godesh, mais bon, on a tous un Yetzer. Donc, il a su à ce moment-là me mettre des bâtons dans les roues et des sfécotes. Ouais. Et bon, c'est pour ça que là, je suis obligé de dire les Chaim pour la suite de l'histoire. Enfin, c'est Okay. de l'eau. Hein. L'chaim sur de l'eau. Les Chaim sur de l'eau. Et du coup, donc, je vais dormir le soir et je rêve du Rabbi. Et dans le rêve, je passe devant le Rabbi dans les dollarim, à la distribution des dollars. Et le Rabbi, je passe devant lui, il me fait un grand sourire et il parle en yiddish. Donc, je ne comprends pas le yiddish. Et je regarde à droite à gauche. Hein? Tu rêves en yiddish. C'est ça. Donc, je regarde à droite, à gauche et je vois derrière moi quelqu'un de ma famille qui est aussi mon mashpia et qui m'aide jusqu'à aujourd'hui, qui s'appelle le Rav Michael Tayeb. Donc, c'est mon cousin, très proche. Donc, je me tourne, je le vois dans mon rêve et je lui dis, regarde, je ne sais pas ce que le Rabbi est en train de me demander, ce qu'il est en train de me dire. Il est en train de me parler en yiddish. Qu'est-ce que le Rabbi me dit? Et là, il me dit, Aaron, il est en train de te souhaiter bracha batzlacha
et il faut que tu avances dans la shlichut. J'ouvre les yeux, je me réveille, et je dis tout de suite à ma femme, je dis c'est bon, on avance, on fonce, on a eu la lettre, et maintenant je viens de rêver, il n'y a plus de safek. Je me lève le matin, j'appelle les gens qui m'ont appelé d'Ashdod pour me proposer le projet, l'envie d'ouvrir le Bet Rabad, et je leur ai dit que c'était OK. Ils m'ont dit qu'est-ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui. Alors je leur ai raconté. Ils m'ont dit alors là, tu n'as plus le choix. Et on est parti s'adresser au chaliar de la ville. Et voilà, comme ça, au Hachem, on a reçu l'autorisation d'ouvrir pour les francophones un Bet Rabad dans notre quartier. Donc ça, c'est un petit peu tout ce qui s'est passé pour l'ouverture du Bet Rabad. Baruch Hashem. Alors, est-ce que tu peux nous décrire plus ou moins une journée type au Bet Rabad? Oui, alors la journée au Bet Rabad, elle commence comme ça. On essaye de faire, on se mène déjà un cours avant la tfila. Donc on essaye de faire un cours de 7h à 8h. 8h, on prie Shacharit. 9h, on finit en général. À 9h, on enchaîne un deuxième cours avec du niglé. Donc le premier cours, c'est Chassidut. Le deuxième cours, c'est beaucoup de niglé. Donc d'Alacha, de Gemara. Et ensuite, tout le monde va vers son travail. On réouvre à 1h15 pour Mincha et on réouvre le soir à 8h pour Arvit. On a eu, avant l'histoire du Corona, on avait un deuxième minyan de Mincha et un deuxième minyan d'Arvit. Avec les conditions d'aujourd'hui, voilà, on a dû être Metsamtsem. Baruch Hashem, c'est déjà un grand essai d'avoir au moins les 3 tfilotes maintenus. On avait 5 filotes, maintenant on est passé à 3. Bezrat Hashem, ça va revenir très prochainement, on espère. Donc, et voilà, et après tous les soirs, il y a des cours. Il y a des cours pour femmes, il y a des cours pour hommes, il y a des cours pour israéliens en hébreu, il y a des cours en français. Donc, quasiment tous les soirs, le Bet Rabad est ouvert avec des pélouds jusqu'à 10h du soir. Ah, Baruch Hashem. Alors, quelles sont les difficultés uniques à un Bet Rabad à Ashdod, disons? Les difficultés uniques. Si je devais décrire les difficultés principaux qu'il y a, c'est en réalité le choc des cultures. C'est pour moi la plus grande difficulté, en tout cas. Le choc des cultures dans le sens où il y a beaucoup d'alias. Chacun vient avec sa mentalité, pardon. Chacun vient avec son train de vie, avec son système de vie, avec la communauté qu'il a fréquentée. Donc, chacun vient avec sa mentalité. Et il y a une mentalité sur place très ferme, israélienne, aussi qui fréquente la choule, parce que ce n'est pas une choule où on dit qu'aux Français de venir. Donc, Baruch Hashem, il y a beaucoup d'Israéliens aussi qui viennent. Et donc, on a un choc des cultures, un choc de mentalité qui se rencontre des fois dans le Bet Rabad. Et tout le travail, c'est d'essayer de faire c'est Shalom Bimromav, c'est d'essayer de faire un maximum de Shalom et que chacun comprenne l'autre. Le français ne comprend pas forcément l'israélien. L'israélien ne comprend pas du tout le français. Donc, pour moi, aujourd'hui, le plus grand édgar, le plus grand défi, justement, c'est que tout le monde soit Béchalom, chacun avec sa mentalité, chacun avec sa culture, même entre Français, chacun a sa façon de voir les choses. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est le plus grand, je pense, édgar et défi, c'est de faire en sorte que dans une communauté, il y ait un vrai Shalom, une vraie paix, une vraie harmonie, une vraie Avat Israël. C'est très faisable, mais il faut savoir aussi voilà, comment porter oreille. Des fois, il y a quelqu'un qu'un tel dérange parce que lui, il a l'habitude de parler, par exemple, pendant la prière, et qu'un Israélien, c'est quelque chose pour lui qui est inadmissible. Donc, il faut savoir gérer toutes ces choses-là très rapidement. Ok, bon courage avec tout ça. Ouais, mais sinon, Baruch Hashem, ça se passe très, très, très bien. Voilà, faut juste avoir un peu l'œil partout, voir que tout le monde est content. Il y a des chassidim qui viennent aussi. Je sais qu'à Ashdod, il y a des chassidim de Gour. Ils viennent aussi chez vous au Bet Rabad ou c'est un autre quartier? Alors, c'est un autre quartier. C'est un quartier très, très froum, très religieux, les Orzalim, les Orgimel. Il y a des choukim qui sont spécifiques à ces endroits-là. D'accord, ok. Donc, ce n'est pas ce problème à ce niveau-là. Non, Ok. pas de problème. Ok. Quels seraient
des accomplissements particuliers du Bet Rabbah, de ton Bet Rabbah? Alors, aujourd'hui, je pense que la grande Hatzlacha qu'on a, elle est des Mifsaïm du Rabbi. Baruch Hashem, on a vraiment une Ashgacha pratique extraordinaire à ce niveau-là. Je vais vous donner un petit peu ce qu'on faisait avant le Corona, parce que vraiment le Corona, il a Bien vraiment sûr. tout chamboulé. Ouais, c'est sûr. Donc, juste avant le Corona, on parle de 5 stands de tefillin, 15 personnes qui s'occupent des stands tous les vendredis, 13 paires de tefillin qui sont actifs, plus de 1000 bougies qui sont distribuées tous les vendredis, Nerot Shabbat, Neshek. Donc, il y a une vraie peiloute vraiment très intense tous les vendredis, après la tfila, après le shiur de Torah. Chacun prend sa table, chacun prend ses valises avec dedans les Nerot Shabbat, avec dedans les boîtes, avec dedans les paires de tfilin. Et on s'est étendu, on avait réussi déjà à s'étendre avant le Corona jusqu'à 5 quartiers d'Ashdod. Donc, ce qui était pas mal du tout pour un Bet Rabbah. Baruch Hashem, c'était des centaines de anachot tefillin toutes les semaines. Ça, c'était par rapport au Miftaim. Et en plus de ça, on n'avait pas le choix d'augmenter parce que je ne sais pas pourquoi, Mishumma, toutes les semaines, on avait quelqu'un qui débarquait au Bet Rabbah et qui nous disait « J'ai acheté une nouvelle paire de tefillin. Je voudrais donner en cadeau mes anciennes paires de tefillin. » Donc, on comprenait du Rabbi qu'il nous demandait de faire plus. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à 5 Duchan et c'est comme ça qu'on est arrivé à autant de paires de tefillin. Donc, je pense que comme la question, c'était quoi la particularité? Je pense que la particularité du Bet Rabbah, c'était surtout les Miftaïm. On parle de Purim de 11 000 Mishloach Manot qui ont été distribués. On parle de Pessah de 5 000 Matzot Shmurot. Donc, Baruch Hashem, au niveau des Miftaïm, il y a eu une grande Hatzlacha, un grand Hatzlacha aussi dans l'Ag Baomer. Donc, Baruch Hashem, on a distribué plus de 1000 livres pour les enfants à l'Ag Baomer. Donc, ouais, je pense que si je dois mettre le dagesh et l'accent sur la Hatzlacha du Bet Rabbah, c'est les Miftaïm du Rabbi. Ouais, super. On a une petite vidéo. On peut montrer la vidéo qu'on avait? Oui, bien sûr. Ah, c'est que ça, on peut pas jouer. Voilà. Bon. Ça marche pas? Non, je sais pas pourquoi. Ça marche pas. Bon, on fera sans la vidéo alors. Ok, il n'y a pas de problème. On fera sans ça. Ok. Alors, comment rester motivé avec tout ça, tout ce que tu fais, tout ce qui se passe au Bet Rabbah? Comment est-ce que tu arrives à rester motivé? Comment je reste Je reste motivé, tout simplement déjà parce que l'étude de la Torah du Rabbi, elle nous donne une force extraordinaire. Ça nous fait revivre mes Chadash. Et à chaque fois que j'ouvre une Sikha du Rabbi ou j'ouvre un Nidva Adut du Rabbi ou un Mamar du Rabbi, ça nous donne des nouvelles forces. C'est vrai qu'il y a des moments qui sont assez tendus avec beaucoup de tension parce que effectivement, quand on est en shlichut, on a beaucoup de tension. Des fois, on est surmené par pas mal de choses à gérer, à accomplir, plus la vie familiale, plus la parnassa. Donc, c'est vrai qu'on a des moments de tension. Et dans ces moments de tension-là, faut faire attention de justement rester motivé. Parce que quand on a plein de choses dans la tête, alors effectivement, on peut des fois avoir un manque de motivation pour certains domaines ou certaines choses. Je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée il y a quelques mois de ça. J'ai eu ouais, ça arrive aussi à un chaliard des fois d'avoir pas un petit coup de blues, mais une petite néphila comme ça. Et je suis arrivé à un Shabbat, mais haute manienne. Un Shabbat, je ne sais pas ce que j'ai eu, je me suis levé avec une genre de fatigue spirituelle dans le sens où d'où je vais puiser des forces pour pouvoir faire le Farbrengen aujourd'hui, d'où je vais puiser des forces pour pouvoir faire la dracha aujourd'hui, Shabbat. Est-ce que je suis à la hauteur de ça? Il y a beaucoup de monde qui vient. Des questions qui en réalité n'ont pas lieu d'être, c'est vrai, mais elles étaient là. Donc, il fallait les modèles avec, il fallait faire face. Et je suis arrivé à la synagogue, donc j'ai fait donc le shiur avant la tfila. Et donc, j'essaie de puiser chez moi des forces pour pouvoir, étant donné que pour motiver, il faut être soi-même motivé.
Ouais. Donc, je donnais tout ce que j'avais à l'intérieur pour pouvoir aider ceux qui sont en face de moi et ceux qui sont venus pour écouter. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant la tfila, il y a eu quelque chose de très étrange. C'est qu'il y a un juif qui vient souvent à la choule, le Shabbat. Il vient me voir et il me dit dans l'oreille, Aaron, j'ai un cadeau pour toi. Alors je lui dis, un cadeau? À Shabbat, on ne donne pas de cadeau, mais si c'est pour après Shabbat, d'accord, Bezrat Hashem. Alors il me dit, écoute, j'ai un cadeau. J'ai reçu en main propre, en fait, ma maman a reçu en main propre $1 du rabbi, quand elle est partie voir le rabbi à l'époque. Et ce dollar-là, elle me l'a offert, elle me l'a donné dès qu'elle est revenue parce qu'il était destiné à moi. Donc, elle me l'a donné quand elle est arrivée sur Paris. Et j'aimerais t'en faire cadeau. J'aimerais te faire cadeau du dollar du rabbi. Et donc, à ce moment-là, je fais un très, très grand sourire. Et je lui dis, regarde, il s'appelle Yaakov. Je lui dis, Yaakov, je t'en prie, même si tu es pressé, aujourd'hui, reste au Farbrengen. Alors, il m'a dit, d'accord, je reste le premier quart d'heure, Bezrat Hashem. Et j'ai dit les Chaim, et j'ai dit, voilà, j'ai raconté à tous l'histoire. Je leur ai dit, voilà, je me suis levé ce matin, j'étais un peu dans le coltard, j'étais un peu dans les vapes, et j'ai demandé à Kadosh Baruch Hu qui m'aide, j'ai demandé au Rabbi qui m'aide de me donner des forces. Et pas dimanche et pas lundi, Shabbat même, notre cher ami Yaakov qui est à côté de nous vient me voir et me dit dans l'oreille, Aaron, je viens, Bezrat Hashem, je veux t'offrir $1 du rabbi. Alors j'aurais dit la force du rabbi, c'est qu'il peut te donner $1, même Shabbat, sans te le donner, mais déjà le moussag, c'est qu'on est au-dessus du temps. Ouais. Je dis, j'ai reçu les forces du dollar, j'ai reçu les forces de Bracha Vatzlacha, même pendant un Shabbat. J'ai vu ça, en tout cas pour moi, je l'ai vécu comme ça. Et je l'ai vu comme de cette manière-là. Et je lui ai dit merci beaucoup, tu m'as remonté, tu m'as donné des forces. Toda Rabba, donc la motivation, Baruch Hashem, le Rabbi laisse jamais ses shluchim en bas. Il est toujours, étant donné que le Rabbi, on sait qu'il est attaché en haut. Donc quand on est attaché au Rabbi, et même si on a des périodes qui sont peut-être qui paraissent les matas, Yerida, les Tzorechalia, quand on descend, c'est que pour remonter. Et quand on est attaché au Rabbi, on n'a pas le choix de remonter, on est sûr de remonter. Et le Rabbi vient nous chercher où on est. Donc voilà, la motivation, elle vient bien sûr avec un travail de nous-mêmes en étudiant les sikhot du Rabbi, mais elle vient sans aucun doute d'une force incroyable que le Rabbi génère et injecte en nous pour qu'on puisse continuer au maximum notre shlichut. Razak, Razak. Dis-moi, qu'est-ce que tu voudrais que les gens comprennent ou sachent mieux sur Chabad? C'est une très bonne question. Alors, beaucoup de gens aujourd'hui, ils n'ont plus besoin d'être convaincus de ce que c'est Chabad. Aujourd'hui, le shem du Rabbi et le travail des shluchim du Rabbi a fait ses preuves sur le terrain. Et aujourd'hui, en réalité, je pense que quasiment tout le Ham Israël est conscient de ce que c'est Lubavitch et de ce que c'est le Rabbi. Mais par contre, oui, il y a une chose que j'aurais aimé que certaines personnes changent leur vision de voir les choses par rapport à Chabad. C'est vrai que le Chabad c'est un mouvement très très ouvert d'Avat Israël. Et donc, il y a des gens qui peuvent croire et qui pensent que Chabad c'est cool, dans le sens où je peux venir à la synagogue dans un Bet Chabad et me comporter d'une manière plus facile que dans une synagogue normale ou que dans un autre endroit. Et en réalité, moi, ce que j'aimerais faire passer, je ne sais pas si c'est le but de l'interview, mais si vous m'avez déjà posé la question, en réalité, une fois, il y a un chaliard qui m'a dit une belle phrase. Il m'a dit, il faut savoir que Lubavitch, c'est un mouvement orthodoxe. Il m'a dit, on a l'impression que c'est un mouvement tranquille comme ça, sympathique, mais de base, c'est un mouvement orthodoxe. Mais Manaaseh chez Mahmirim Be'avat Israël. Qu'est-ce qu'on peut faire qu'on est scrupuleux sur la mitzvah de Avat Israël? Donc, ça veut dire qu'en réalité, toute l'ouverture d'esprit, toute l'ouverture du cœur que Lubavitch a, ça vient du mot Lubavitch, donc le cœur. Donc, c'est parce que le Chabad en soi
a l'obligation et doit faire ce qu'il représente, aimer au maximum et donner tout son cœur pour le Ham Israël. Donc automatiquement, on se sent tout de suite à la maison dans un Bet Chabad et tout de suite à la maison dans le mouvement Chabad. Donc, Baruch Hashem, grâce à cet Avat Israël, beaucoup de gens se sentent à l'aise, beaucoup de gens se sentent bien. Mais le message que je voudrais faire passer aussi, c'est que voilà, Baruch Hashem Chabad, ils sont marmir aussi dans les mitzvot, ils sont marmir dans le Shulchan Aruch, et que le but, c'est qu'on soit vraiment des juifs Irei Shamaim, qui se comportent au maximum comme le Shulchan Aruch, donc le livre des lois, nous demande de nous comporter. Bien, Kamouvan, que la porte est toujours grande ouverte à tout le monde, à toutes les tendances et à tout niveau du Ham Israël. Mais on doit savoir que Chabad, c'est aussi très sérieux. Ok, super, très bien. Est-ce que tu as des espoirs, des souhaits pour ta famille? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Mon espoir aujourd'hui, c'est que mes enfants, étant donné, c'est vrai que dans la shlichut, on passe beaucoup de temps à l'extérieur. Et aujourd'hui, mon espoir, ça serait que mes enfants voient du fait que les shluchim, ils se donnent à fond, ils sont dévoués pour la volonté du rabbi, que ça soit à leurs yeux un exemple vivant, et j'espère être comme ça, pour pouvoir en fait compléter les heures qu'on ne peut pas passer avec eux, et que de nous voir aussi dévoués pour la volonté du rabbi et la volonté d'Akadosh Baruch Hu, que ça leur donne en réalité les forces de pouvoir être dans le droit chemin, être dans le chemin de la Torah, des mitzvot, de la Chassidut, des Darka Chassidut. Ça, aujourd'hui, c'est mon espoir. Mon espoir, c'est que mes enfants aient envie à d'eux-mêmes influencer d'autres juifs et d'être dans le même système, Bezrat Hashem par la suite. Donc voilà, mon espoir, c'est ça. C'est que je sais que je ne peux pas passer beaucoup de temps avec eux. J'essaie de le faire au mieux, j'essaie de le faire au maximum, mais que du fait qu'ils voient leur papa essayer d'aider d'autres, donc j'espère que ça va leur donner en tout cas l'envie de faire la même chose. Amen, amen. Et pour ta communauté, quel espoir, quel souhait? Alors pour ma communauté, l'espoir et le souhait, c'est de voir très prochainement, Baruch Hashem, on a commencé avec des enfants qui avaient 5-6 ans, qui ont maintenant 10 ans, certains qui avaient 8-9 ans, qui sont maintenant bar mitzvah. Donc ça passe vite. En réalité, 4 ans de shlichut, on se rend compte, c'est incroyable. C'est-à-dire que on avait des enfants qui avaient 8-9 ans, qui étaient des enfants qui lisaient à peine, qui savaient à peine prier à la choule le Shabbat, et qu'aujourd'hui ils sont bar mitzvah, ils sont bal koré, ils lisent à la Torah, ils nous aident dans la lecture de la Torah, aujourd'hui ils nous aident dans Mitzvahim, ils nous complètent Minyan. Donc aujourd'hui, le souhait que j'ai vraiment pour la communauté, c'est qu'on ait tous le mérite de faire grandir des enfants Yirei Shamaim, Lamdanim, Chassidim, dans le droit chemin, et que Bezrat Hashem de voir une génération qui pousse sur des bonnes fondations. Amen, amen, Chazak. Un dernier message avant qu'on se dise au revoir? Un dernier message, bien sûr, un dernier message. Il y a plusieurs messages. Ok. Il y a plusieurs messages. Mais si je dois résumer ça en un message, je pense que bon, Baruch Hashem, aujourd'hui, tout le monde a compris qu'en réalité, on était sur le même bateau, dans le même bateau. On a vu que ce que le rabbi a dit, que chaque juif a la possibilité de faire basculer le monde, vraiment kipshuto, vraiment comme les mots le disent, c'est-à-dire qu'un juif, il peut faire venir la rédemption finale, Techef ou Miad Mamash, tout de suite, dès à présent. Et des fois, on se dit, comment moi, un juif parmi tant d'autres, un homme parmi des milliards d'êtres humains sur Terre, avec une petite action, je vais vraiment changer le monde. Aujourd'hui, le corona, il a montré qu'un Chinois au fin fond du monde, il a bouleversé le monde. Donc, s'il y a un non-juif dans quelque chose qui paraît négatif, on sait qu'il n'y a pas de mal qui descend d'en haut, mais pour l'instant, on n'arrive pas à voir forcément le bien de cette chose-là. Donc, une chose qui paraît négative en Chine a bouleversé un homme, a bouleversé le monde. On comprend de plus en plus les paroles du rabbi. Ça devient plus profond quand le rabbi nous dit qu'un juif peut vraiment faire venir et
bouleverser le monde, il peut, dans le bon côté, il peut faire basculer le monde dans la Géoula. On comprend que c'est vraiment possible, on comprend que c'est vraiment, ça existe, que c'est faisable grâce à cette histoire-là. Et une autre chose qui est très intéressante, enfin, que moi, j'ai essayé de réfléchir sur ça. Bon, alors on nous a mis un masque. On nous a mis un masque sur le visage. On a compris que la semaine, on a passé la parachat Shoftim, Shoftim Veshotrim, Titen Lecha. Donc, le rabbi, il dit dans un mamar qu'il faut faire attention à ses yeux, il faut faire attention à son nez, à sa bouche, à ses oreilles, à ses orifices. Tous les orifices qu'on a sur le visage, tous les sens qu'on a dans le visage, ils doivent être orientés pour la volonté de Dieu et pas pour autre chose. Donc aujourd'hui, on nous a mis un masque et dans l'absolu, il faudrait le mettre même sur les yeux. On ne le fait pas techniquement parlant, alors il faut mettre soit des lunettes, tout ça. Mais en réalité, on doit comprendre qu'on a un système très très puissant, très kadosh, très saint. Ce sont les yeux, les oreilles, la bouche, le nez. Et on doit les utiliser pour la bonne raison pourquoi ils ont été créés. Et surtout, que je me suis rendu compte, en tout cas pour moi personnellement, que Dieu, il nous a voulu nous envoyer un message, nous dire que dehors, on ne peut pas respirer forcément de l'air pur. Mais à la maison, c'est le seul endroit où on a le droit d'enlever le masque. En tout cas, je ne sais pas comment c'est à Miami, mais c'est comme ça en Israël. À la base, d'après la loi, on a le droit d'enlever son masque que à la maison. Donc, j'ai dit à ma femme, voilà, peut-être que le rabbi a voulu aussi nous envoyer un message, que souvent, la tête de l'homme, elle est dehors. Qu'est-ce que je vais faire dehors? Qu'est-ce que je vais faire avec les étrangers, avec les gens de dehors? Et on oublie des fois la maison. Et en fin de compte, Dieu nous dit que le seul air pur et vraiment pur pour nous, c'est la maison. C'est là-bas qu'on prend nos forces. C'est là-bas qu'on prend notre doucha, notre sainteté, notre envie d'avancer. Sans nos femmes et nos enfants, on ne serait pas ce qu'on est. Et on aurait beaucoup de mal à avancer si on serait seul. Donc, des fois, quand on est dans un système de parnassa, de travail, de shlichut, tout ça, alors tout le monde a la tête dehors et surtout avec les téléphones, on rentre à la maison et on ne se rend pas compte que la maison, c'est le meilleur endroit qu'un homme il est dans sa vie. Et on continue avec le dehors dedans et on passe une soirée entière des fois sur notre téléphone ou sur des WhatsApp ou sur des Facebook, tout ça. Et finalement, on passe des soirées où nos enfants, notre femme nous attend. Elle a besoin, ils ont besoin de nous de la même manière qu'on a des gens dehors et à l'intérieur, ils ont besoin. Et par exemple, ces derniers jours, j'ai pris sur moi que chaque soir, je m'assois un quart d'heure, 20 minutes avec un de mes enfants, juste pour parler. Juste pour parler, pas pour étudier, pas pour prier, pour parler. Et léa, je découvre et je dévoile des choses qu'ils ont à l'intérieur, des besoins qu'ils ont à l'intérieur, des envies de partager. Et je pense que le mieux pour eux, justement, c'est de le partager avec ses parents. Des fois, le problème, c'est que les parents ne sont pas à l'écoute. Donc, ils cherchent ailleurs. Et donc, voilà. Moi, de ce que j'ai compris, c'est que on nous a appris que l'air pur à respirer et l'endroit où on peut reprendre de l'oxygène, c'est la maison. Et si on sait faire la part des choses, donc on est au top dehors et on sait aussi être au top à l'intérieur. Et je pense que si on a tous ces cohortes-là, alors on peut arriver à bien à notre mission et comme il faut, à l'adresse où on doit arriver, à la Géoula Amitid de Hashlema, Techef, Miyad Bezrat Hashem. Amen. Chazak Baruch. Vraiment excellent, super. Merci beaucoup. Beaucoup Les bonnes d'Atzlacha dans la nouvelles, merci shlichut. pour vous, merci pour l'interview. Avec grand plaisir. Beaucoup d'Atzlacha dans la shlichut. Que des bonnes choses pour Amen. toi, la famille, la communauté. Ktira v'chatima tova, shana tova metuka. Et Amen. vraiment, Chazak. Que des bonnes choses. Amen.